C'était la fin d'une belle journée. À l'image d'Alger, toute l'Algérie, de la mer à Colombe-Béchar, de Beaune à Tlemcen, vivait heureusement les heures d'un automne presque aussi chaud qu'un été. C'était simplement une belle journée dans un pays heureux. Mais, dans la nuit, les sismographes qui enregistrent imperturbablement les tranquilles vibrations de l'écorce terrestre notèrent une agitation imprévue. Les secousses d'une amplitude sans précédent agitaient la ligne du curseur. La terre avait tremblé. À Orléansville, l'horloge des Halles s'arrêta. Il était 1h12. C'était fini. Dans la lumière du matin, le premier hélicoptère envoyé d'Alger survolait un Orléansville qui n'était plus l'Orléansville de la veille. Il y avait des trous noirs dans cet ensemble rouge et blanc qui était une ville de 40 000 habitants. Des toits s'étaient effondrés, les immeubles avaient disparu et les rues étaient vides. On eût dit que par un gigantesque coup de pompe, Orléansville s'était vidé de son peuple, vidé de ses travaux journaliers, vidé de sa vie quotidienne. Dans les rues jonchées de moellons, les yeux se portaient sur des groupes hébétés, sur des ruines croulantes, sur des maisons qui n'étaient plus que des murs, sur des murs qui n'étaient plus que des pierres. Ici, c'était le lycée de jeunes filles. Un lycée que toutes les villes de France pouvaient envier à Orléansville. Il avait été comme découpé au rasoir. Le centre avait disparu. Et dramatiques épaves, des cahiers d'école restaient ouverts au milieu des plâtras. Ici, c'était l'église. Les cloches ne pourraient même pas sonner le glas des morts d'Orléansville. Ici, c'était l'hôtel Baudouin, dont par toute l'Algérie on vantait la tenue. La veille au soir, les voyageurs s'étaient couchés paisiblement en rêvant au lendemain. Quelques-uns seulement avaient pu fuir par les fenêtres. Et le reste était comme l'hôtel Baudouin, comme l'église, comme le lycée de jeunes filles. Orléansville était encore englouti dans le cauchemar de la nuit. Toute la ville avait en 12 secondes basculé dans l'horreur. Elle y était encore jusqu'au cou. En France, les journaux traduisaient le drame de la nuit. Dans le monde entier, les capitales s'alertaient. Et dans toutes les langues, un long cri d'horreur commençait à s'élever. D'Alger, aux premières heures du jour, le gouverneur général Roger Léonard était arrivé. Avec le maire d'Orléansville, il jaugeait l'immensité de la tragédie, l'énormité des pertes, l'urgence des secours, la grandeur des besoins. Il semblait d'ailleurs que l'ampleur de la catastrophe grandit à chaque heure. Ce n'était pas qu'Orléansville, mais toute une province qu'atteignait le désastre. On savait qu'à 6 kilomètres, Ponthébat, un grand village agricole, était blessé à mort. Et d'autres, plus loin. Dès l'aube, les premiers secours avaient été mis en place. Petit poste de garde où les blessés légers pouvaient trouver les soins utiles. Mais pour les autres, pour ceux dont l'état nécessitait d'autres soins, on mettait en œuvre tous les moyens. L'hélicoptère allait les chercher dans les gourbis de montagne, là où l'on n'accède qu'à dos de mulet. Dès les premières heures, l'aide internationale se manifestait. D'autres hélicoptères envoyés par l'armée américaine relayaient les hélicoptères algériens. L'armée mettait en route un pont aérien qui, prenant les blessés graves à l'aérodrome, les portait aux hôpitaux d'Alger. On vit des avions accomplir jusqu'à 8 missions par jour. Ce fut un véritable miracle que l'installation si rapide de ce pont aérien. Ils sont quelques-uns à lui devoir leur vie. Dans la désolation du cataclysme, combien de gens avaient tout perdu? Il fallait tout de suite en même temps donner des abris, des vêtements, du pain. Dans la ville martyre, mais aussi, mais surtout, dans les campagnes, dans les villages, dans les douars, il y eut des distributions de tout ordre. Il s'agissait de couvrir ceux qui étaient nus et de nourrir ceux qui avaient faim. Orléansville avait compté ses morts. Il fallait maintenant que les vivants puissent continuer à vivre.
Sur les places, dans les jardins, sur les trottoirs, les tentes s'élevèrent. 20 000 personnes commencèrent à s'organiser entre des murs de toile, où le danger était moins à craindre. Car les secousses continuaient. Et c'est dans cet état précaire, dans cette sorte de halètement de ville qui sent le danger, que le ministre de l'Intérieur, M. Mitterrand, vint dire à Orléansville que tous les Français gardaient les yeux fixés sur eux. En France, en effet, le drame avait créé une stupeur qui ne s'éteignait pas. C'est avec des larmes qu'elle connut le premier bilan du séisme. On dénombrait déjà 700 morts que les ruines s'amoncelaient encore sur des cadavres inconnus. Et l'on sait aujourd'hui que ce chiffre devait d'être plus que doublé. Car, après les premières journées où les cercueils s'amoncelaient, on devait chaque matin dans les journées suivantes rencontrer à travers la ville ces cortèges sans apparat qui indiquaient qu'un mort nouveau avait ajouté son nom à la liste funèbre. Et les vivants, ils avaient tout perdu, il manquait de tout. On voyait chaque matin aux portes de l'hôtel de ville ces foules qui venaient tout demander, aussi bien un toit provisoire que le pain de la journée, mais aussi bien que le pain de la journée, des nouvelles d'absents qui peut-être n'en donneraient plus jamais. Ce n'était pas seulement en effet le drame d'Orléansville, ni même le drame d'un canton, c'était un drame à l'échelle d'une province. Dans tout le Chélif, les routes montraient des traces éloquentes. Ici, c'était un pont qui avait souffert. Là, un minaret brisé. Ailleurs, un marabout ruiné. Un pylône tordu. Des fermes ravagées comme par un bombardement. On écartait le bétail dans des enclos en plein air qui remplaçaient les étables. Mais il n'y avait plus d'étables. Parfois, devant un gourbi écroulé, un enfant sanglotait. Et qui pouvait le consoler? Et ce vieux colon, que pouvait-il dire d'autre que son désespoir? Et vous travaillez ici depuis combien de temps? Oh, je travaille ici depuis 65 ans par là. 65 ans, vous étiez arrivé de... Je suis arrivé de France en 90. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez refaire? Plus rien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est tout en ruine. Voyez, ni maison, ni armoire, ni buffet, ni rien. On voyait mieux l'ampleur du désastre. Chaque jour qui passait, on découvrait des aspects nouveaux. On avait vu près d'Orléansville Ponthébat, dont l'église ébranlée disait bien la désolation. Pourrait-on encore prier dans l'église de Ponthébat? Pourrait-on encore vivre dans les ruines de Ponthébat? On avait vu aussi Anoto. Anoto n'était plus qu'un tas de pierres découpées par les vides de ses 6 rues. On avait vu Flatter. Flatter n'avait plus que des murs. Et au milieu des gravats, une famille échappée à la mort cherchait quelques ustensiles de cuisine. Ce jeune ménage avait eu hier une maison toute neuve. Il n'avait plus une cuillère pour manger. Mais c'était bien la même chose partout. Dans les gourbis effondrés, on récupérait les provisions de grains précieusement conservées pour les semences de l'automne. Si le grain manquait, comment sèmerait-on?